Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce 81e webinaire Parlons RH. Je suis Manon Consul, Content Manager chez Parlons RH et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Florian Bury. Bonjour Florian. Bonjour. Florian qui est Senior Manager Customer Success chez UKG et qui est présent aujourd'hui avec nous pour parler de transformation digitale RH et plus précisément de comment réussir l'adoption d'un nouvel outil SaaS. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau webinaire. Et du coup, juste avant de laisser Florian se présenter, quelques mots sur le sommaire et sur les modalités du webinaire. Donc, ce webinaire durera 45 minutes, comme tous les webinaires Parlons RH, et il sera composé de 3 temps forts. Donc, dans un premier temps, on verra de quoi on parle quand on parle d'adopter un nouvel outil SaaS. Dans un deuxième temps, on verra les différentes étapes à mettre en place pour justement faciliter cette adoption. Et dans un troisième temps, on verra les champs d'application et Florian nous présentera des cas clients, des exemples concrets pour illustrer tout ça. Chacun de ces 3 temps forts sera suivi de temps d'échange avec vous pour répondre à toutes vos questions. Donc, je vous invite à utiliser le chat dans un premier temps pour vous présenter à l'audience et puis échanger avec vous pendant toute la durée du webinaire. En revanche, si vous avez des questions spécifiques à poser à Florian, n'hésitez pas à utiliser plutôt la boîte à questions puisque c'est cette boîte qu'on regardera tout au long du webinaire pour piocher au fur et à mesure les questions. Il me semble que j'ai fait le tour pour ce qui est du sommaire et des modalités, donc sans plus attendre, Florian, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais, et nous présenter UKG aussi? Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Florian Bury, je suis Senior Manager en charge du Customer Success chez UKG. J'ai rejoint UKG il y a 8 ans maintenant, après avoir passé quelques années au sein d'une société de services. UKG pour Ultimate Chronos Group. La marque UKG a été créée en 2020, elle est le fruit de la fusion de 2 sociétés, Ultimate Software et Chronos. Et aujourd'hui, UKG est donc un leader sur le marché du SaaS pour les ressources humaines. Donc, comme vous voyez sur l'écran, on est une entreprise présente dans 150 pays avec 15 000 collaborateurs. On a 70 000 clients dans le monde. Voilà, et on réalise un chiffre d'affaires de un peu plus de 3,5 milliards de dollars. Super. Alors, j'ai quelques petites questions pour toi, Florian, pour qu'on comprenne un petit peu mieux ce que vous faites chez UKG, etc. La première, sur la présentation, je vois que vous avez 3 produits phares chez UKG. Oui, alors on a effectivement en Europe, on a 3 produits phares. Un premier produit qui va être dédié à la digitalisation des process RH et de la documentation des documents RH, et 2 produits qui vont s'intéresser plutôt à la planification et à la gestion des temps. Voilà. Et aujourd'hui, notre offre s'articule autour de l'intégration, notamment de tous ces produits ensemble. Ok. Pour revenir un petit peu aux clients, tu as parlé de 70 000 clients. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel genre de clients c'est? Oui, alors 70 000 clients, donc ça c'est dans le monde. Aujourd'hui en Europe, on a 4 500 clients. On gère des clients de toute taille, donc des clients qui vont avoir quelques dizaines de collaborateurs jusqu'à des grands groupes qui vont avoir 100 000, 200 000 collaborateurs qui peuvent avoir déployé les solutions sur plusieurs pays, plusieurs dizaines de pays. Et en termes de secteur d'activité, pareil, on va gérer tout type de secteur d'activité, donc la grande distribution, l'industrie, les services, etc., la banque, la finance. Ok, super. Et pour revenir à toi, Florian, tu es Senior Manager Customer Success, pardon. Oui. Quel est un peu le rôle de ton équipe, ton rôle au sein du KG? Alors, mon équipe, donc moi je gère une équipe de 12 Customer Success Managers et en fait nous gérons les clients une fois que les outils sont mis en production, que le produit est mis en production chez les clients. Nous, on prend en charge l'avis du client avec UKG, donc on est le point de contact privilégié des clients pour différents sujets et notamment le sujet qui nous intéresse aujourd'hui qui est l'adoption des produits SaaS. Eh bien, en effet, on y vient. Florian, justement, tu es
avec nous aujourd'hui pour parler de transformation digitale, de réussir l'adoption d'un nouvel outil SaaS. Justement, 70% des projets de conduite du changement se soldent par un échec. Oui, alors 70%, alors c'est pas moi qui ai inventé cette statistique. Cette statistique, elle vient de plusieurs études qui ont été menées par Harvard Business, par différents cabinets de conseil. Je crois que Gartner aussi était arrivé à ce chiffre-là. Et après, 70%, ce qui est intéressant, c'est de regarder, c'est 70% d'échecs par rapport à quel objectif qui était fixé. Donc, on peut avoir plusieurs niveaux d'objectifs qui sont fixés sur un projet. Ça peut être un objectif simplement de délai de réalisation du projet, un objectif budgétaire, un objectif business ou humain, et aussi, toujours ce qui nous intéresse là, un objectif en termes d'adoption de l'outil. Donc tout ça, ça peut reprendre l'adoption, ça peut reprendre tous les objectifs que j'ai cités avant. Donc ça englobe tout. Et ce qu'on voit en fait sur le graphe qui est à côté, c'est qu'en fait, l'adoption va être liée à la conduite du changement, et plus la conduite du changement est correctement menée sur un projet, plus le taux d'adoption, le taux de réussite va être élevé. Très bien. Juste pour être sûr que ce soit clair pour tous les gens qui nous regardent, quelle différence on fait entre conduite du changement et adoption d'un outil? Alors, effectivement, il y a une différence entre les deux. La conduite de changement ou la gestion du changement, ça va plus être un ensemble de méthodologies et de process, d'outils qui vont être mis en place pour accompagner le changement au sein d'une entreprise. Donc, pour faire cette gestion du changement, on va devoir travailler sur les process internes de l'entreprise, prendre en compte ses valeurs, prendre en compte la culture aussi de l'entreprise, gérer les craintes éventuelles des collaborateurs. Alors que l'adoption digitale, en fait, c'est la capacité des utilisateurs d'un outil à utiliser cet outil à son potentiel maximum. Et de là, si on est capable d'utiliser l'outil au maximum, de là vont découler la réalisation d'autres objectifs, comme le gain de temps, le gain d'argent. Et tout ça, ça peut être mesuré avec des indicateurs de succès. Merci Florian pour ces petites précisions. J'en profite pour vous rappeler de ne pas hésiter à poser des questions tout au long du webinaire dans la boîte à questions. On est là aussi pour ça, pour y répondre. Moi, j'ai une petite question, parce que 70%, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un chiffre élevé. Toi, au quotidien, quelles erreurs est-ce que tu as pu remarquer et qui expliquent ce chiffre-là? Alors, dans les erreurs, l'une des principales erreurs qu'on voit, en fait, c'est tout simplement l'absence d'objectif. C'est-à-dire que nous, avec mon équipe, on commence à interagir avec le client un peu avant la mise en production. Et en fait, on se rend compte dans bien des cas qu'il n'y a pas d'objectif qui a été fixé en termes d'adoption. Si je prends un exemple d'une digitalisation de processus RH ou d'une digitalisation de tout document RH, si on ne s'est pas fixé un objectif pour dire je souhaite qu'au bout de 2 semaines, 1 mois, 2 mois, il y ait tel pourcentage des utilisateurs finaux qui utilisent l'outil, en fait, on ne sait pas se comparer, on ne sait pas mesurer le succès. Et du coup, les actions qui ont pu être mises en place, on ne sait pas si elles ont été réellement une réussite ou un échec. Donc, alors, tout est rattrapable, bien sûr, mais il faut souvent repartir un peu en arrière, reprendre le besoin pour redéfinir les objectifs. Et donc, nous, on peut aussi accompagner les clients dans la définition de ces objectifs. L'autre exemple que je peux donner aussi, c'est l'absence de formation, par exemple. C'est évident qu'à tous les niveaux, les collaborateurs doivent être formés, que ce soit les utilisateurs finaux, les managers, la direction. Et l'absence de formation poussée peut amener aussi à un échec du projet. Merci Florian. Alors, si avant de passer à la deuxième partie et de voir un peu les différentes étapes à suivre pour réussir cette adoption, si vous avez des questions, c'est le moment, n'hésitez pas. Je vois qu'on a une question un petit peu logistique d'Anthony, pour savoir si vous auriez accès à la présentation. Donc le replay sera disponible juste après le webinaire et la présentation est téléchargeable en cliquant normalement sur le petit nuage, la petite flèche avec le petit nuage en haut de la présentation.
Voilà pour la partie logistique. Comme on n'a pas de questions, Florian, je te propose de passer tout de suite à la deuxième partie et de voir un petit peu les différentes étapes pour réussir cette adoption. Oui, alors effectivement, on a plusieurs étapes. Alors, ce qu'on va présenter là, ça peut paraître très évident. Ça peut paraître être de grandes vérités sur la gestion du changement ou sur la conduite d'un projet. Et pourtant, quand on regarde sur le set d'avant, il y a 70% des projets qui sont en échec. Donc, ça veut dire qu'il y a un ou plusieurs endroits dans cette méthodologie où il peut y avoir un problème, effectivement. Donc, c'est pour ça que ça nous paraissait important de pouvoir refaire une passe sur les différents éléments. Alors, certains peuvent être faits en parallèle d'autres étapes, mais évidemment, la première étape, c'est ce qu'on appelle comprendre le statu quo, c'est-à-dire bien comprendre les besoins des utilisateurs. Et ça, en fait, c'est une étape qui doit être réalisée avant même, finalement, le choix de l'outil ou la rédaction d'un cahier des charges. C'est comprendre où est-ce qu'on en est dans l'entreprise, comprendre pourquoi on veut changer d'outil, et c'est vraiment pourquoi avec le tout écrit en majuscule, c'est définir son pourquoi. Pourquoi je veux mettre un nouvel outil, pourquoi ce nouvel outil, comment il va s'intégrer dans ma stratégie digitale, quelle est la vision de la direction générale sur la mise en place de ce nouvel outil, parce que ça peut avoir un impact sur le quotidien de tous les collaborateurs. Et donc, ce besoin de connaître le besoin, va être pris en charge en compte ensuite dans toute la gestion du changement. Ça peut être pris en charge en compte dans la définition de la solution, dans la façon dont on va mener le projet, dans les interlocuteurs qu'on va pouvoir intégrer au projet également. Donc, c'est vraiment une étape essentielle parce que ça va être un noyau qui va suivre tout le projet pendant la phase d'implémentation et après ensuite pendant la phase de production. Ça, c'est un premier élément qui est très important. C'est un peu cet élément qui définit tout le reste. Cet élément, oui, exactement, parce que en fait, si on comprend pas, si on a mal défini son besoin initial, en fait, on va avoir un impact à la fin sur l'adoption de l'outil. Et donc ça, c'est vraiment essentiel d'avoir vraiment posé les bases et défini son pourquoi. Ok. Et du coup, la deuxième étape, la deuxième étape, alors celui-là, il va être, effectivement, c'est la communication, donc communiquer de façon efficace et constante. Et donc de façon constante, ça veut dire que ça va être un peu aussi un fil rouge tout au long des différentes étapes. Donc en parallèle de la communication, va pouvoir démarrer, par exemple, le projet technique d'implémentation de l'outil. Donc la communication sur un outil SaaS RH, ça va plutôt être le travail de l'équipe RH. En collaboration avec l'équipe communication interne, par exemple. Et ce qui est important, c'est que la communication, en fait, elle va devoir se faire à différents niveaux dans l'entreprise. C'est-à-dire que la communication, elle va devoir partir comme je disais, de la direction, parce qu'en fait, la direction, ça va être la voix et le visage du changement. Si on a une direction qui ne montre pas forcément d'intérêt ou qui ne montre pas qu'elle est engagée dans ce changement, en fait, finalement, les collaborateurs ils vont se mettre en retrait, ils vont dire le changement d'outil n'est pas si important que ça. Donc, alors que si on a une direction qui insuffle l'énergie dans l'entreprise et qui fait régulièrement des points pour dire où on en est et pourquoi c'est important de s'intéresser à ce projet et pourquoi c'est important d'utiliser ce nouvel outil, alors on va avoir une communication qui va être efficace. Et pareil, la communication, elle peut prendre différents formats. Ça peut être une communication écrite, par email, ou parfois on voit par papier, des leaflets, des prospectus. Ça peut être des réunions plénières avec les équipes. Et donc il faut prendre en compte aussi ces différents formats qui peuvent exister. Et j'ai une petite question, du coup, par rapport à l'organisation dont tu parlais un petit peu. Qui est-ce qui est en charge de ça dans l'entreprise? Est-ce qu'on peut dire que, par exemple, la direction des ressources humaines, elle est plutôt en charge de la conduite du changement et la DSI plus en charge de l'adoption? Comment ça se passe? Alors pour moi, ça va être un travail de concert, c'est-à-dire que l'un ne va pas aller sans l'autre en fait. Si on prend le projet d'un point de vue uniquement technique, en fait, on va oublier tous les objectifs humains et tous les objectifs d'adoption et de besoins des utilisateurs finaux. Parce qu'on va le prendre que sous un prisme technique, même si c'est important effectivement de regarder comment va s'intégrer l'outil dans le reste de l'environnement RH.
ça c'est essentiel, mais on ne peut pas le faire que d'un point de vue technique. Il faut aussi le prendre d'un point de vue humain, et donc c'est pour ça que la DSI et la RH vont devoir travailler ensemble, et ça c'est vraiment essentiel. Et on a même des clients qui ont ce qu'on appelle une DSI RH, donc un pan en fait de la DSI qui est dédié justement à ces outils RH et cet environnement RH. D'accord. Troisième étape. Donc, troisième étape, surmonter la résistance. Donc ça, effectivement, c'est un point aussi essentiel parce que dans tout changement, il y a des résistances. Vous connaissez sans doute la courbe du changement, où on a d'abord un pic vers le bas avant d'avoir une remontée parfois un peu plus lente vers le haut. Et donc la résistance, elle est forcément présente quand on démarre un projet. Et c'est là où tout le monde va avoir un rôle à jouer pour répondre aux craintes que peuvent avoir les collaborateurs. Donc ça va venir à la fois des RH, à la fois par une bonne communication, mais aussi le travail sur le terrain des managers, qui va être important pour comprendre pourquoi on peut avoir des craintes, accompagner les collaborateurs s'il y a des besoins de formation complémentaire sur certains sujets. On peut avoir des mises en place d'outils auprès de collaborateurs qui sont naturellement éloignés du digital, où là, effectivement, il va y avoir un travail particulier à faire et forcément une résistance qui peut être plus forte au démarrage. Donc ça, c'est un premier point. Et pour surmonter également la résistance, ce qui peut être important et intéressant, et ce qu'on voit assez peu, au final, c'est le fait d'intégrer des personnes qui sont résistantes à ce changement dans les ateliers de travail. Donc c'est bien d'intégrer, et c'est important d'intégrer dans les ateliers des collaborateurs ou des managers qui sont pro-outils, pro-changement, qui attendent ce nouvel outil avec impatience. Et c'est aussi important d'inclure dans les discussions des collaborateurs qui, eux, vont avoir plus de craintes ou qui vont vouloir un peu challenger la décision qui a été prise. Et ça, c'est intéressant du coup, parce qu'on peut faire sauter un peu les verrous rapidement pendant ces ateliers. Et ensuite pouvoir avancer plus sereinement et en fait pouvoir même, pourquoi pas, on verra après, transformer des collaborateurs au départ un peu réticents en champions pour qu'ils puissent aller expliquer aux autres que cet outil va être bénéfique et fonctionne correctement. Tu parlais des managers à l'instant. Je suppose que leur rôle il est phare dans cette adoption. Oui, clairement. Le rôle des managers, il est essentiel. Le manager, on sait que c'est le premier RH au sein de l'entreprise. Donc, c'est important qu'il soit à la fois impliqué, engagé et formé sur la solution. Parce que en formant ces managers, ils vont pouvoir derrière aller former les équipes ou apporter un complément de formation ou un éclairage supplémentaire sur les formations qui auraient pu être suivies par les collaborateurs. Et donc c'est un maillon essentiel. Imaginez qu'on déploie un nouvel outil de gestion des planifications dans un certain nombre de magasins et qu'on ait les managers des magasins qui eux-mêmes ne met pas cet outil ou ne sache pas l'utiliser ou voilà, c'est impossible que derrière en fait les autres collaborateurs utilisent cet outil. Donc ils ont un rôle vraiment essentiel et ils vont pouvoir se faire un peu un premier niveau apporter un premier niveau de réponse aussi aux collaborateurs sur l'utilisation au quotidien de cet outil. Ouais, ils ont un rôle un petit peu d'exemple. Ils doivent exactement. Parfait. La quatrième étape, du coup, qui est de mesurer les progrès. Ensuite. Oui. Alors, mesurer les progrès, donc ça va être lié en fait au démarrage du projet quand on parlait de la mise en place des objectifs. Si je crée de bons objectifs, normalement, les objectifs, ils sont mesurables. Et donc, pour faire ça, on va créer des indicateurs tout simplement de succès, et on va pouvoir suivre cette évolution-là. Et mesurer le progrès, c'est mesurer le progrès à la fois pendant le projet, donc où est-ce qu'on en est, comment on avance, est-ce que mon produit, on sent qu'il va être adopté correctement, donc, est-ce qu'on a fait sauter toutes les résistances qu'on a vues sur l'étape d'avant, mais c'est aussi pendant la phase de production, et pendant toute la vie en fait du projet. C'est-à-dire qu'on peut avoir un projet qui est mis en place sur les premières semaines et qui démarre très très fort, et puis au bout d'un mois, 2 mois, ça s'essouffle un peu
ça retombe un peu comme un soufflet et il faut repartir à zéro. Et donc, en fait, mettre en place des plans d'action pour améliorer l'adoption de l'outil, ça se fait vraiment, c'est un travail au long cours. Ça se fait tout au long de la vie de l'outil. Donc, pour faire ça, on va travailler sur ces indicateurs-là, on va travailler sur des plans d'action, on va pouvoir essayer de comparer ce qui est fait avec des entreprises de taille similaire. Et donc ça, c'est vraiment c'est important de faire des retours d'expérience au fur et à mesure, de retravailler éventuellement avec la direction pour regarder ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et réadapter des plans d'action, refaire des plans de formation, refaire un plan de communication si besoin. Donc on peut revenir en fait sur chacune des étapes, on peut refaire une boucle et revenir en arrière si besoin pour redéfinir à nouveau les actions qui sont à mettre en place, redéfinir un plan de communication, redéployer et remesurer à nouveau les progrès. Et c'est aussi un petit peu le rôle de ton équipe, ça Alors effectivement, ça va être le rôle de notre équipe. On va accompagner les clients dans le suivi de l'adoption des outils, puisque nous, on va avoir de la data, on va avoir des données qui nous permettent de suivre comment utiliser l'outil, par combien d'utilisateurs, pendant combien de temps, est-ce qu'il y a des goulots d'étranglement à certains endroits. Donc, on se sert beaucoup de la donnée. Et nous, dans les comités de suivi ou les comités de pilotage avec nos clients, justement, on va travailler sur ça. Donc, de différentes façons, parce qu'au début d'un projet, lorsqu'il est mis en production, il va falloir avoir un suivi qui va être un peu plus resserré. Donc, on va suivre ses clients toutes les semaines. On va avoir des points hebdomadaires avec les clients pendant 1 mois ou 2 mois selon les solutions qui sont implémentées. Et pareil, selon le besoin, ça peut être soit uniquement avec le Customer Success Manager et le client, soit avec le Customer Success Manager, le chef de projet qui a mis en place la solution et le client. Et donc là, selon les sujets, soit l'un, soit l'autre va pouvoir accompagner le client. Et donc nous, en fait, on va suivre l'évolution de ces indicateurs-là. Et ensuite, dans le temps, plus la solution est adoptée et plus on voit que les plans d'action fonctionnent et plus finalement le client est à l'aise avec l'utilisation de l'outil ou à l'aise avec la communication autour de son outil, plus en fait, tout simplement, ces comités vont s'espacer et après, on va reprendre une gouvernance un peu plus classique. Et nous, à côté de ça aussi, on est capable avec les données qu'on a, de pouvoir, par exemple, fournir à nos clients des benchmarks, des comparatifs, de pouvoir justement leur expliquer, comme on voyait pour la définition des objectifs, leur expliquer où est-ce qu'ils se situent sur une entreprise de taille similaire, de secteur d'activité similaire, pour qu'ils puissent avoir une idée de pouvoir se positionner et avoir une idée de savoir si eux, ils sont au niveau attendu. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que ces benchmarks-là donnent une idée de ce qui est fait ailleurs, mais la culture, l'environnement, enfin chaque entreprise a ses propres spécificités, donc ça peut être quand même assez variable d'une entreprise à l'autre, et c'est là où il faut justement travailler et identifier les points qui vont être spécifiques à chacun. Merci Florian pour ces explications. Et du coup, cette étape, elle mène aussi, elle mène à la 5e étape. La 5e étape, oui, qui est nourrir vos champions. Alors ça aussi, ça peut se faire tout au long du projet. C'est tout simplement d'avoir des relais au sein des équipes, des personnes qui vont croire en ce projet, croire en cet outil, voir des gains de temps, voir un gain opérationnel immédiat dès les premiers jours, aux premières semaines d'utilisation de l'outil. Et c'est important d'avoir ces personnes-là et de les tenir informées de ce qui se passe, de ce qu'on peut continuer à déployer comme outil. Et du coup, ces champions peuvent avoir des rôles différents dans l'entreprise. Ça peut être des collaborateurs, ça peut être des managers, ça peut être des membres de la direction, parce qu'on peut appeler des sponsors du projet qui vont aussi insuffler cette énergie. Et donc ça, c'est un élément aussi essentiel. Et ce que je disais tout à l'heure, ce qui est vraiment très intéressant, c'est quand on a des personnes qui peuvent être un peu résistantes à ce changement, qui au fur et à mesure de l'utilisation, de la compréhension du projet, qui voient un gain de temps, qui se rendent compte que finalement l'outil d'avant, il était moins efficace, se transforment en champions et vont pouvoir eux-mêmes aller aider les autres. Et tout simplement, les champions aussi, ça peut être un exemple de quelqu'un qui va lancer une demande auprès des ressources humaines avec le nouvel outil de gestion des demandes, qui lui va avoir une réponse en 48 heures, versus un collaborateur qui ne veut pas utiliser l'outil, qui va le faire par email et qui lui va avoir une réponse en 1 semaine.
Donc, il va y avoir clairement la différence et on va pouvoir travailler sur des éléments comme ça. Merci Florian. On va prendre les questions de l'audience. Moi, j'ai juste une petite question juste avant. C'est un peu le privilège de l'animatrice. Mais n'hésitez pas en tout cas à poser vos questions. Du coup, à force de travailler avec les entreprises, de par ton expérience, etc., est-ce que, je suppose que ces étapes-là qu'on vient de voir, elles ne sont pas toujours respectées. Et qu'est-ce qui fait que... quelles sont les raisons pour lesquelles ça Alors, ne fonctionne pas? l'une des raisons, c'est le manque d'anticipation. C'est-à-dire que ne pas prendre en compte les éventuelles réticences ou irritants qui peuvent apparaître au fur et à mesure, sur le déploiement de cet outil. C'est ce manque d'anticipation qui peut être un frein et en fait une mauvaise finalement qualification des besoins en entrée. C'est-à-dire qu'un outil qui serait finalement déployé uniquement pour des raisons budgétaires, par exemple, mais qui ne répond pas complètement dans ses fonctionnalités aux besoins des utilisateurs finaux, forcément, à la fin, on va avoir des personnes qui vont n'être pas très contentes d'utiliser cet outil, qui vont essayer d'utiliser l'outil d'avant. Si je prends par exemple un outil de planification toujours dans la grande distribution, avant on utilisait un fichier Excel customisé depuis X années pour faire sa planification, et puis maintenant on a un outil qui remplit ce rôle-là. Si on n'y voit pas et si on n'anticipe pas les éventuels irritants, en fait, on va avoir du mal à faire changer le mode d'utilisation et donc à dire, bah non, en fait, l'outil Excel ne fonctionne pas mieux que l'outil qui a été déployé. Ça, c'est le premier point. L'absence d'objectifs, comme je le disais tout à l'heure, c'est un élément aussi essentiel. C'est important de pouvoir mesurer son succès et de définir les bons indicateurs pour mesurer son succès. Un autre point aussi qu'on peut voir comme étant un frein, c'est tout simplement une communication qui n'impliquerait pas les bonnes personnes, qui n'impliquerait pas tout le monde, comme je disais, uniquement à un niveau collaborateur ou uniquement à un niveau manager, et ne pas impliquer la direction. Pour moi, ça reste quand même très important, et d'avoir ces sponsors, c'est quand même essentiel. Et donc, ces sponsors, ils doivent être impliqués aussi dans certains ateliers, alors pas forcément dans tous les ateliers techniques. Il peut y avoir des comités de pilotage de projets qui peuvent être mis en place pour justement faire un bilan de où on en est. Et c'est là où on va impliquer les sponsors aussi pour voir et montrer le niveau d'engagement qui est réalisé. Pour résumer, on peut dire que l'adoption, ça nécessite vraiment l'implication de toutes les parties prenantes. De tout le monde, oui, exactement. Merci Florian. Alors, on a plusieurs questions de l'audience, donc on va les prendre dans l'ordre. On a une première question de Junior qui nous demande: qu'avez-vous mis en place côté CSM pour vous assurer que les 5 étapes qu'on a vues précédemment sont bien respectées par vos clients? Alors, ce qu'on va mettre en place, ça va démarrer avant la partie CSM. Ça va démarrer au niveau de l'implémentation. C'est-à-dire que là aussi, des éléments clés, ça va être de suivre et de faire confiance à son éditeur qui a l'habitude de mettre en place cette solution-là. Et donc, il y a une méthodologie clairement définie sur la mise en place de l'outil qui a été choisi. Et donc là, effectivement, les équipes projet, elles vont s'assurer dans la façon dont elles vont mener les différents ateliers, les différents workshops, et suivre aussi, cadencer à la fois l'avancement technique du projet et l'avancement sur les formations. On peut avoir, par exemple, des ateliers qui ne peuvent être réalisés que si un certain nombre de formations ont été réalisées par les personnes qui vont être présentes à l'atelier. Donc, comme ça nous permet de nous assurer que déjà, au niveau formation, c'est compris, les fonctionnalités de l'outil sont comprises, on est prêt à l'utiliser, et donc on peut avancer sur la partie configuration, par exemple. Et ensuite, une fois que l'outil, donc ça c'est un élément important pendant la phase projet, et une fois que l'outil est mis en production sur la partie CSM, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on va reprendre les objectifs du client, s'assurer qu'il en a, s'assurer que les indicateurs de ces objectifs ont été définis, et si ce n'est pas le cas, on va pouvoir les aider à les définir en prenant en compte leurs enjeux business, en travaillant en fait, tout simplement nous sur la compréhension de l'environnement du client, ce qui est important dans le démarrage d'un projet et surtout dans la création d'une relation
avec un client. Et donc ensuite, si besoin, on va pouvoir revenir sur certaines étapes, comme la communication, revoir ce qui avait été mis en place, refaire des préconisations si besoin, parce qu'on a vu des cas d'usage chez d'autres clients qui ont bien fonctionné sur ce type de résistance. Et donc, on va pouvoir travailler sur ça et reprendre comme ça les étapes. C'est pour ça que je disais que tout est rattrapable. Si on a une adoption qui est un petit peu faible au démarrage et en fait on peut être un peu déçu parce qu'on a travaillé dur sur ce projet-là, en fait tout est toujours rattrapable. Il suffit d'identifier et de travailler sur les points durs qui se sont présentés et de repartir en arrière et de reprendre les étapes pour pouvoir redéfinir de nouveaux plans d'action et les suivre. Et nous, du coup, on est là pour aider les clients à suivre ces nouvelles actions. Merci Florian pour ta réponse. Merci également Junior pour votre question. On a également une question de Thierry qui nous demande, qui te demande d'ailleurs, pouvez-vous donner quelques exemples de résistance aux changements les plus critiques que vous avez rencontrés et les approches que vous avez activées? Alors, j'en ai. C'est aussi un élément que j'avais mentionné très rapidement tout à l'heure. On peut avoir sur des résistances aux changements critiques, sur des projets d'envergure. J'ai déjà vu des cas où, par exemple, les représentants du personnel n'avaient pas été impliqués, ou pas suffisamment. Et donc, on peut avoir une très forte résistance parce que, tout simplement, ils se sentent mis de côté et donc on n'a pas répondu à leurs attentes, à leurs questions. Donc ces questions vont se présenter à la fin du projet, une fois que tout est mis en place, ou au milieu du projet, une fois que tout est très bien engagé. Et donc ça peut être un élément qui peut être un peu critique. Un autre exemple de résistance un peu critique que j'ai pu rencontrer, c'est tout simplement un service qui, lui, n'a pas été engagé dans le projet et qui, du coup, a un peu refusé, c'est un petit peu fort comme mot, mais un peu refusé d'utiliser l'outil. Et donc là, en fait, il faut, c'est tout simplement, là, c'est le travail en interne chez le client pour reprendre ça et reprendre cette communication et réimpliquer les bonnes personnes dedans. Mais ça peut être un peu critique. Ouais. Mais à nouveau, comme je disais tout à l'heure, tout est toujours rattrapable et on est toujours à temps de remettre en place les bonnes actions au bon moment. Pour résumer, ça reprend un petit peu les freins que tu disais tout à l'heure, c'est souvent un manque d'implication, un manque de communication entre les services. Oui. En fait, ce sont de petites choses, mais ce sont de petites choses qui peuvent se cumuler et qui, à la fin, vont faire que le projet va être un échec. C'est ça. Merci Florian, merci aussi Thierry pour votre question. Florian, je te propose qu'on prenne une dernière question avant de passer à la troisième partie et que tu nous présentes un petit peu des cas un peu plus concrets. C'est une question de Chloé qui demande quelles sont les étapes suivies par les entreprises pour choisir un outil parmi d'autres. Quelles sont les équipes impliquées et décisionnaires? Je pense que ça reprend un petit peu ce que tu disais tout à l'heure. Oui, alors après, ça peut être aussi spécifique à chaque entreprise. On peut avoir des entreprises qui vont avoir un processus de choix d'outils qui peut être très différent d'une entreprise à l'autre. Généralement, il y a une étude du marché, j'imagine, un benchmark des solutions qui existent sur le marché, et puis ensuite, il y a une consultation, un appel d'offres qui est réalisé auprès des quelques outils qui ont pu être, tout du moins, sur le papier, répondre aux attentes, aux besoins. Sur les équipes qui sont impliquées, qui sont décisionnaires, forcément, on va avoir la DSI, on va avoir la DRH, on peut avoir tout simplement la direction générale. Ce qui est un élément là dans la prise de décision, ça va être aussi où est le budget. Si effectivement le budget est uniquement à la DSI, ils vont peut-être avoir un poids un peu plus fort sur la décision finale et inversement. Mais comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est toujours important d'impliquer tout le monde dans cette prise de décision, parce que si on ne fait le choix que sur une décision technique ou budgétaire, on va oublier une partie du besoin. Donc dans les étapes, c'est connaître son besoin, regarder ce qu'il y a sur le marché, et puis ensuite un appel d'offres classique comme on peut le voir dans la plupart des entreprises. Merci Florian. Alors, pour la troisième partie, je suppose, je le sais d'ailleurs, Florian, que tu as des cas clients à nous présenter. Donc, je te laisse. Oui, on a 3 cas clients. Alors, 3 cas clients qui reprennent un peu les étapes qu'on a vues précédemment ou des étapes spécifiques qu'on a pu voir
précédemment. Donc, ce sont trois exemples de succès. Sûr. Donc le premier qui est FM Logistique, donc comme son nom l'indique, qui est un acteur majeur dans le secteur logistique. C'est une grande entreprise de 23 000 collaborateurs. Et donc en fait cette équipe, le point clé justement, on y revient, ça a été la fixation des objectifs dès le début du projet qui ont été clairs, l'implication de tout le monde, et c'est là où on revient aussi sur la communication, c'est que dans les ateliers, ont été impliqués la DSI, la DRH, l'équipe communication, les collaborateurs, les représentants du personnel. Et en fait, on voit que dans la façon dont ils ont pu mener leur projet, en faisant ça et en ayant des objectifs clairs dès le départ, ils ont pu avancer sereinement sur leur projet et atteindre et dépasser les objectifs qui étaient fixés. Parce que, justement, au fur et à mesure du projet, mais en impliquant tout le monde, ils savaient qu'ils allaient dans la bonne direction, ils savaient que les éventuelles résistances étaient résolues. Et donc, dès le démarrage du projet, donc eux, en l'occurrence, c'était la mise en place d'un outil de digitalisation de documents RH, donc avec un coffre-fort électronique. Ils ont dépassé leur objectif largement de 20% par rapport à ce qui avait été fixé au début. Et donc, on en revient aussi, mais ils s'étaient fixés au départ du projet un objectif à atteindre. Ok, et du coup, selon toi, c'est la raison principale, c'est puisque les objectifs avaient bien été définis, que les étapes ont été suivies. Oui. Le deuxième cas qu'on a choisi, c'est De Richebourg Multiservice. Donc De Richebourg, qui est également une entreprise très connue, une société de services internationale spécialisée dans le facility management. Donc c'est un groupe qui a 36 000 collaborateurs dans le monde. Et donc là, dans le cas qui a été pris ici, donc c'est pareil, c'est la digitalisation, alors notamment de contrats électroniques, qui est un enjeu majeur pour les entreprises. Eux, ils ont axé leur travail énormément sur les champions, donc ce qu'ils appellent les collaborateurs ambassadeurs. Ils ont mis en place un SAVRH pour pouvoir répondre aux questions des collaborateurs. Ils ont beaucoup travaillé sur la formation également en interne, à différents niveaux, pour s'assurer que tout le monde soit capable d'utiliser l'outil, et notamment pour les salariés qui pourraient être un peu plus éloignés du digital, parce qu'on va avoir des collaborateurs qui sont très en attente et d'autres moins en attente de nouvelles solutions. Et donc, pour la mise en place de ce projet, d'ailleurs, De Richebourg a reçu un trophée RH, donc qui remonte bien la qualité du projet qui a été mené. Et le troisième cas, donc c'est Anecard. Anecard, qui est une société industrielle, qui est une société qui travaille dans un des leaders dans la création de rouleaux industriels. C'est une entreprise qui a un petit peu moins de 1000 collaborateurs. Et donc eux, c'est un cas un petit peu différent. Anecard, en fait, c'est une société qui utilisait un produit de EKG et qui a souhaité migrer sur un produit plus récent, plus performant. Et donc, en fait, ils ont effectué cette migration. Ils ont voulu anticiper les besoins et l'atteinte des objectifs. Et donc, c'était un travail un outil de gestion des temps et de planification. Et donc, en fait, avec l'outil qu'ils avaient précédemment, ils étaient obligés d'avoir un peu des doublons en version papier. Et donc, l'objectif, c'était, au bout d'un certain nombre de mois, de pouvoir éliminer l'utilisation de ce papier. Et en fait, avec le fait d'avoir mené son projet correctement et d'avoir suivi correctement toutes les étapes, ils ont atteint cet objectif. Ils l'ont même dépassé, puisque bien avant le délai qui s'était fixé pour pouvoir éliminer ce papier, ils avaient déjà des managers qui n'utilisaient plus du tout le papier au sein de l'entreprise. Donc, on voit que ça a bien fonctionné également pour eux. Alors, du coup, si on fait un petit peu pour conclure aussi et résumer tout ce qu'on vient de dire, selon toi, quels sont les 3 points communs qui font la réussite de ces différents projets? Alors, les points communs, je pense que je l'ai dit pas mal de fois, c'est la communication. Je suis revenu beaucoup sur ce mot, c'est la communication entre les différentes équipes qui sont impliquées sur le projet. Ça, c'est vraiment important. Le deuxième point, c'est la formation. C'est qu'il faut vraiment s'assurer qu'à tous les niveaux, l'outil, on sait l'utiliser. On sait l'utiliser, qu'on soit un administrateur, qu'on soit un manager, qu'on soit un utilisateur final, donc chacun avec ses fonctionnalités propres, mais qu'on sait l'utiliser. Et donc ça va permettre une adoption forte. Et le
le troisième élément qui peut être commun, c'est aussi l'accompagnement, c'est-à-dire faire confiance à son éditeur, faire confiance à son Customer Success Manager, ne pas hésiter à poser des questions, parce qu'on peut vous aider dans cet accompagnement-là. Parfait, Florian, merci beaucoup. Vous pouvez toujours poser vos questions, on en prendra. Donc, on en a une, justement, de Oumar qui te demande, au cas où la communication, en parlant de communication, a failli dès le démarrage du projet, quels sont les meilleurs moyens pour corriger le tir sur une jambe? Alors, le meilleur moyen pour moi, dans ce cas-là, ça va être de remettre tout le monde autour de la table. C'est-à-dire de rassembler tous les interlocuteurs clés du projet, quitte à faire une pause sur le projet d'un point de vue technique si besoin, et de rassembler tout le monde, de rappeler à nouveau les besoins et les objectifs de ce projet, et à partir de là, aussi de récupérer des informations du terrain. Et c'est là aussi le rôle du manager, il est important, c'est de récupérer les infos du terrain pour savoir quels peuvent être les points bloquants chez les collaborateurs, qu'est-ce qui a mal été fait en termes de communication, qu'est-ce qui a mal été perçu, est-ce qu'on a eu un bon message de la direction générale, est-ce que c'était suffisamment clair, est-ce que les collaborateurs ont compris que s'engager là-dedans, ça allait avoir un impact pour le futur. Je pense que ça peut être une chose à faire, de remettre tout le monde, de redéfinir, pas forcément 10, mais 2-3 actions clés qui peuvent être mises en place rapidement et faire gagner du temps à tout le monde. Et ensuite repartir sur le projet si besoin. Merci Florian pour ta réponse et merci Oumar aussi pour votre question. On a une question de Axel qui demande oui. Utilisez-vous des solutions d'adoption digitale, dit GPS applicatif? Alors, je ne suis pas sûr de savoir ce que c'est que le GPS applicatif. Je pense qu'on pourra peut-être en rediscuter après. Ok. Écoute, si tu ne sais pas, c'est pas grave, c'est normal de ne pas toujours savoir. Désolée, Axel. Eh bien, merci. Je crois qu'on n'a plus d'autres questions. Du coup, Florian, moi, j'ai encore 2 petites questions pour toi. Alors, si on a une dernière question. En tant que CSM, je dois importer toute la data du client et je trouve beaucoup de difficultés à faire avancer le remplissage des fichiers de la part du client. Est-ce que tu as un conseil pour Asia Oui, alors peut-être que le conseil, ça peut être de travailler par étapes. C'est-à-dire que toutes les data du client, j'imagine ça va se faire avec des fichiers Excel et beaucoup de données à rentrer dans d'énormes tableaux. Dans ces cas-là, ce qui peut être fait, c'est de travailler par étapes et de dire, voilà, on va se focaliser je vais me focaliser avec mon client sur un type de données à remplir pour démarrer. Et une fois qu'on a ce type de données-là, passer sur la donnée d'après. Parce qu'effectivement, si on a 15, 20, 50, 100, 200 champs à remplir d'un coup, ça peut faire peur ça peut peut-être faire peur à un client et du coup il va mettre la tâche de côté et il reviendra quand il aura le temps, c'est-à-dire dans longtemps. Donc il faut peut-être travailler par étapes et par micro-tâches au lieu de le faire tout d'un coup. Moi, je m'imagine qu'il y a des histoires de deadline derrière, mais voilà, travailler par étapes. Merci Florian. Je te propose de te poser les 2 dernières questions de tous les webinaires Parlons RH qui sont le coup de com' et le coup de cœur avant de conclure. Donc, est-ce que tu veux bien nous partager ton coup de com'? Alors, le coup de com', c'est un événement qu'on organise le 6 octobre au golfe de Marivaux, donc à côté de Paris. Donc c'est un événement UKG dans lequel vous pourrez rencontrer les équipes UKG et faire connaissance avec nos outils et nos solutions. Donc c'est un événement qui se déroulera sur toute la journée du 6 octobre, avec une grosse demi-journée de réunions et d'ateliers, et une partie de l'après-midi qui sera plus axée autour du sport, du golf et des activités sportives diverses. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Normalement, vous avez le lien dans le chat. Et ton coup de cœur, du coup? Alors, mon coup de cœur, c'est un livre que j'ai là, je vais vous montrer, qui s'appelle « Optimiser votre équipe, les 5 dysfonctions d'une équipe, une fable pour les dirigeants ». Donc, c'est un nom un peu
un peu barbare, un peu compliqué. C'est un livre qui m'a été offert par mon manager et qui parle de gestion du changement. Alors, sous ce titre un peu compliqué, en fait, c'est un livre qui est très, très bien fait, qui est fait en 2 parties. En fait, il y a une première partie qui est sous la forme d'une histoire, qui raconte l'histoire d'une dirigeante qui arrive, qui reprend la tête d'une entreprise dans la Silicon Valley et qui doit rassembler toute son équipe de direction vers une vision commune. Et donc, c'est toute la gestion du changement qui doit être menée, toutes les étapes qui doivent être menées par cette dirigeante avec son groupe de directeurs pour créer des objectifs communs, avoir une vision commune. Et donc, on va retrouver la DRH, la direction marketing, la direction technique, la direction de produit. Et donc, c'est très bien fait. Il y a une toute première partie donc, qui est faite sur cette histoire. Et à la fin, il y a une vingtaine de pages où en fait, l'auteur va détailler sa méthodologie, donc une partie plus théorique sur la méthodologie du gestion du changement. Voilà. C'est un livre qui est très bien fait. C'est un livre de Patrick Lencioni. Et voilà, donc je le recommande. Merci pour ce coup de cœur et cette découverte. Moi, je ne l'ai pas lu, mais en tout cas, ça a l'air très intéressant. Je te remercie, Florian, pour ta présence aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Merci également à vous d'avoir été présent, d'avoir posé toutes vos questions. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le 26 octobre prochain pour le 82e webinaire par RH. Je serai en compagnie de Urban Sports Club. Je vous remercie. Encore merci, Florian. Avec plaisir. Et bonne journée à tous. À très vite. Bonne journée.